Mais pour l'heure, je vais passer immédiatement la parole à Éric Andrieux pour qu'il nous parle de la publicité. Merci Agnès. Je vais vous parler de liberté de création et d'intérêt général, ce qui est le sujet qui m'a été alloué. C'est un sujet qui est extrêmement large et donc je vais le réduire considérablement, tout en allant un peu plus loin que le sujet de Frédéric, parce que moi je ne vais pas vous parler d'une association procureur, je vais vous parler d'une association qui est à la fois procureur, juge, procureur, juge et législateur, ce qui est quand même relativement rare, et la publicité nous donne la chance de pouvoir avoir un très joli exemple de ça. Je ne parlerai pas, et je vais faire comme vous, Madame le Président, dans votre décision, expliquant ce que le juge de la presse n'est pas. Il y a énormément de sujets qu'on pourrait traiter, parce que l'intérêt général en matière de publicité, c'est à la fois là pour favoriser la liberté de la création publicitaire et pour la limiter, c'est pour la favoriser puisqu'on est aux confins de la liberté du commerce et de la liberté d'expression, et c'est la limiter parce que nous sommes en face d'un certain nombre d'autres principes généraux, la protection de la société, de la concurrence, des consommateurs, etc. Tout ça mériterait un colloque entier. Compte tenu du volume d'ego qui se sont succédés, j'en fais partie sur cette tribune aujourd'hui, on me le reprocherait certainement beaucoup de le prendre tout pour moi. Donc, simplement, cette privatisation de l'intérêt général qui se manifeste au travers d'une institution qui s'appelle le jury de déontologie publicitaire, qui est une émanation de l'ARPP, qui est l'autorité de régulation professionnelle de la publicité, qui elle-même a succédé au bureau de vérification de la publicité, qu'on connaissait peut-être mieux d'ailleurs que l'ARPP. Alors, lorsque cette association qui est une association créée et constituée par les acteurs de la publicité, c'est-à-dire les associations qui représentent les annonceurs, les agences de publicité et les supports. Et cette association a un rôle d'autodiscipline qui est assez qui est même tout à fait positif et qu'on ne peut qu'encourager par lui-même, sous réserve évidemment que ça ne soit pas un moyen de contourner un certain nombre de principes auxquels nous, juristes à tout le moins, et juristes en tant que représentants et que soutenant les libertés auxquelles on est attaché, ces libertés ne soient pas complètement balayées par ce système, et j'ai peur que ce soit un peu le cas. Parce que une autodiscipline qui s'applique au sein d'un club pour les membres qui en sont adhérents, c'est très bien. Une autodiscipline qui prétend s'appliquer à l'ensemble des intervenants sur un marché, ça devient beaucoup plus délicat, et ça devient beaucoup plus délicat lorsque, comme ici, donc non seulement on peut l'appliquer à des tiers qui ne sont pas adhérents à la RPP ou aux associations qui composent et qui ont créé la RPP, lorsque les décisions qui sont prises peuvent aller à l'encontre des dispositions légales, qu'elles soient françaises ou qu'elles soient européennes, lorsque les décisions qui vont être prises donnent lieu à des sanctions qui peuvent avoir des conséquences économiques graves pour les acteurs concernés, et lorsqu'enfin on a une procédure qui ne respecte pas les garanties auxquelles nous sommes habitués. Et par conséquent, c'est ceci dont je voulais dire un mot très rapidement, parce que l'Europe menace, j'ai bien compris, ici comme en droit d'auteur. Donc, nous avons ces 4 sujets sur lesquels j'attire votre attention, qui, moi, me paraissent assez frappants, d'une association qui réussit, assez bien d'ailleurs, sous réserve d'une condamnation pour diffamation de la 17e chambre, qui réussit assez bien sa volonté de développer son pouvoir au-delà de
tout texte, au-delà de toute règle, et qui réussit donc encore une fois à créer des règles qui vont s'imposer à des tiers et à les faire respecter au moyen de décisions qui s'assimilent assez sérieusement à des jugements. Alors, le champ d'application, je vous l'ai dit, et je vous le dis en un mot, et je vous cite à chaque fois un ou deux exemples pour aller vite, l'ARPP, et plus précisément, le jury de déontologie publicitaire, dit très clairement, nos décisions sont applicables à toute personne qui intervient dans le domaine de la publicité, que cette personne soit ou non adhérente de l'ARPP. Ils l'ont, je dirais, jugé, même si ce terme est parfois contesté, et on lit dans une de leurs décisions, qui concernait Leclerc, le champ d'action, écoutez bien parce que ça surprend le juriste, le champ d'action que s'est fixé l'ARPP, et dont découle celui du jury de déontologie publicitaire qui lui est associé, n'est pas limité au comportement de ses adhérents. Le champ d'action que s'est fixé la RPP n'est pas limité au comportement de ses adhérents. Bon, très bien, sauf que, évidemment, on va voir que c'est embêtant compte tenu des conséquences, encore une fois, que ça peut avoir. Alors, conséquences parce que, comme je vous l'ai dit, des décisions sont prises sur la base du respect de la déontologie. Et la déontologie, dans ce domaine, c'est un corps de règles qui émanent de la Chambre de commerce internationale ou essentiellement de la RPP elle-même qui crée ses recommandations, et encore une fois, très bien, mais ces recommandations, donc, que le jury va appliquer en refusant d'appliquer des dispositions législatives ou réglementaires qui sont à l'encontre des règles déontologiques. Exemple, donc, une affaire qui concernait deux fabricants de piles, parce que ce qui est intéressant dans ce développement et dans cette volonté d'hégémonisme, c'est que au départ, on imagine assez bien la volonté de créer un jury de déontologie publicitaire pour que, sur des grands sujets de société, un certain nombre de personnes éprouvent le besoin de venir dénoncer telle ou telle campagne qui porterait atteinte à tel ou tel principe et qui se trouveraient tellement choqués dans leur propre personne qu'ils viendraient se servir donc de cet organisme qui a sur sa page d'accueil d'ailleurs un bouton dénoncer. C'est une pratique comme une autre. Et donc on restait dans ce cadre-là. Mais c'est utilisé aussi parce que tout le monde peut porter plainte par des entreprises à l'encontre de leurs concurrents, ce qui leur permet d'obtenir des décisions, nous verrons lesquelles, que probablement ils n'obtiendraient pas devant un juge. Ça surprend. Encore une fois, le juriste. Et donc, dans une de ces affaires, c'était une histoire de piles et de publicité trompeuse. Et d'un petit lapin qui était censé durer beaucoup plus longtemps et qui était attaqué donc par son concurrent. Et la société qui commercialisait les piles mises à l'intérieur du petit lapin se défendait en disant « Mais moi, ma publicité, elle est conforme à la réglementation légale sur les pratiques commerciales trompeuses telles qu'elles résultent notamment de la directive de 2005. Et il se trouve que les règles de la directive de 2005, qui imposent un certain nombre de critères pour que soit constatée une publicité trompeuse, n'avaient pas été, toujours pas d'ailleurs, retranscrites dans la recommandation de la RPP. Et donc la RPP dit, bah oui, peut-être que la loi dit ça, peut-être que la directive européenne dit ça, mais moi, le JDP, dit, moi je constate que dans la recommandation de la RPP, ces critères de savoir s'il y a eu une altération substantielle du comportement économique des consommateurs, de savoir si c'est ou non conforme aux exigences de la diligence professionnelle, ça n'a aucune importance, puisque c'est pas dans notre recommandation, et par conséquent, on interdit, on considère que cette campagne est contraire, et on le fait savoir.
Donc voilà un exemple des pratiques de ce jury qui peut s'abstraire totalement du respect des règles légales. Et ceci, encore une fois, aussi bien pour des gens qui sont adhérents de la RPP que pour des gens qui ne le sont pas. Donc vous avez une société qui fait sa publicité, qui la fait conformément à la loi, qui se retrouve devant le jury de déontologie publicitaire qu'elle ne reconnaît d'aucune manière et qui néanmoins va se faire sanctionner. Deuxième élément, c'est que, ou troisième élément, pardonnez-moi, c'est que donc la jury de déontologie publicitaire se défend souvent de ce critiques qui sont formulées du type que celle que je suis en train de vous dire, en disant mais nous ne prenons pas de décision, nous rendons des avis, et par conséquent tout ceci n'a aucune importance, on est entre nous, entre gens de bonne compagnie. Sauf que ça n'est pas vrai. En pratique, c'est tout à fait faux, parce que, pour deux raisons, la première de ces raisons, c'est que le jury de déontologie publicitaire publie les décisions qui sont rendues sur son site et en donne connaissance à ses différents membres, et notamment aux régies, aux supports qui, par conséquent, vont suivre les avis du JDP et interdire, arrêter la diffusion des campagnes des entreprises qui auront eu un avis défavorable du JDP. Deuxièmement, et là on est sur la RPP plus que sur le JDP, pour qu'une publicité passe à la télévision, il faut qu'elle ait obtenu un visa préalable de la RPP. C'est prévu à la suite d'un certain nombre de conventions passées avec les régies, et donc c'est un préalable obligatoire. Si vous n'avez pas votre visa, votre pub ne passe pas à la télévision. Et par voie de conséquence, là aussi, donc ces recommandations de la RPP ont finalement la même valeur qu'un texte légal ou réglementaire. Ce qui résulte de tout ça, c'est qu'il y a une vraie force coercitive dans les décisions du JDP. Et puis tout ça se fait sans qu'on ait aucune espèce de garantie procédurale comme on peut espérer et comme on en a souvent devant les juridictions. Quelques éléments qui vont faire sourire, parce qu'il vaut mieux en sourire, les juristes de cette salle. Premièrement, le plaignant peut être anonymisé. On ne sait pas qui porte plainte contre vous. Deuxièmement, vous avez un mal de chien quand vous y arrivez à obtenir la communication de toutes les pièces du dossier. Troisièmement, les débats ne sont pas publics. Quatrièmement, il n'y a aucune justification sur les décisions qui sont prises. On nous dit, par exemple, c'est communément admis que... Et à partir du moment où c'est communément admis que, eh bien, on vous condamne. On vous dit, par exemple, une histoire d'écologie. Il est communément admis qu'il y a d'autres moyens de locomotion qui sont moins nocifs pour l'environnement que la voiture, comme les transports collectifs ou le vélo. Donc si quand vous faites une publicité pour la voiture, vous êtes peut-être obligé de dire que vous pouvez alternativement prendre votre vélo pour aller voir votre famille à Marseille, je ne sais pas. Et donc, elle véhicule un message contraire aux principes communément admis du développement durable. Alors on est évidemment dans l'ère du temps avec cette idée d'une opinion commune qui l'emporterait sur des faits avérés, ce que l'on pourrait espérer, encore une fois, de quelque chose qui s'apparente à une juridiction. Et puis, dernier élément, qui n'est pas le moindre, c'est qu'il n'y a pas de second degré de juridiction. Vous êtes sanctionné par le JDP, c'est terminé, sauf à aller faire une procédure sur la base de la loi de 81, ce qui est quand même pas très simple. Il n'y a pas d'appel. Alors là aussi... on fait semblant d'entendre les critiques du côté du JDP. On a créé un second degré. Alors ce second degré, en fait, ça n'est pas un appel, c'est plutôt une forme de révision. Ça veut dire que si vous n'êtes pas content de la décision,
vous allez voir une personne alitée qui s'appelle le réviseur et vous lui présentez votre dossier. Il va apprécier souverainement la recevabilité de votre action, et s'il considère que votre action est recevable, parce que vous avez eu des éléments nouveaux, parce que la procédure n'a pas été respectée, eh bien vous allez retourner devant le JDP, le même JDP qui vous a condamné la première fois. Et vous allez revenir devant la même formation qui va peut-être rendre un avis différent. Tout le monde est susceptible de changer d'avis, mais peut-être pas. Voilà donc quelques éléments que je voulais livrer à votre connaissance, parce qu'on ne le sait pas assez, qui paraissent pour un juriste assez frappants. Ça l'est complètement, bravo.